Nous enchaînons avec le débat numéro 5, l'open connaissance pour tous, MOOCs et communauté de patients. Et j'appelle à la table ronde Michael Chekroun, Enguerrand Delannoy, Pierre Delimbourg, Gérard Friedlander, Julien Kouchner. Et les débats seront modérés par Antoine Flahault. Bien, bonjour à tous. Je propose que même sans attendre et sans commencer nos débats, nous regardions le petit film qui nous est proposé. Qui a encore peur des grands méchants MOOC? Lorsque les premiers cours en ligne ouverts aux masses ont fait leur apparition en 2008, le scepticisme dominait. Certains dénonçaient une démarche marketing des universités anglo-saxonnes, d'autres prédisaient un simple effet de mode. 5 ans plus tard, les MOOC font plus que jamais partie du paysage et de l'horizon. En médecine, ils apparaissent même comme une réponse à certains besoins. Dans certains pays en voie de développement, les cours datent parfois du temps des colonies et, pour les étudiants, suivre un MOOC de l'université de Harvard ou de Cambridge, c'est l'opportunité de se mettre à jour. En Afrique, le MOOC est un enjeu de santé majeur. Un MOOC sur le Ebola, par exemple, peut permettre d'améliorer facilement les connaissances et les pratiques des soignants sans avoir à faire venir un expert européen sur place. Une vidéo qui passe, puis un écran qui s'éteint, la déshumanisation est souvent présentée comme le prix à payer pour cette révolution pédagogique. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les MOOC génèrent des échanges animés sur les forums de discussion liés aux cours. On peut ainsi y trouver pêle-mêle les questions pointues d'un étudiant en urologie et les interrogations un peu naïves d'un internaute lambda qui vient de se faire opérer de la prostate. Comme sur les forums des communautés de patients, chacun y trouve son compte. Le patient ou le curieux acquiert un plus théorique qui le rassure, tandis que le médecin s'informe et se forme. Le patient à pied d'égalité avec son médecin sans avoir jamais poussé les portes de la fac de médecine? Non, car le patient, aussi informé soit-il, n'aura jamais ce qui fait toute la valeur du médecin, son expérience. Comme le disait Einstein, la connaissance sans l'expérience n'est que de l'information. Merci pour cette introduction. Donc, le mot MOOC n'est plus ignoré par personne. Massive Open Online Course. Une question à Pierre Delimbourg, qui est le monsieur MOOC, si je puis dire ainsi, de l'École Polytechnique Fédérale à Lausanne. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on s'ennuie terriblement derrière son ordinateur à suivre un cours, quoi. Est-ce que vous connaissez simplement une seule personne qui reste vissée sur sa chaise pendant 2 heures à regarder un cours? Alors d'abord, comparons à ce qui se passe dans les auditoires, où ils restent vissés pendant des heures sur une chaise à regarder un cours. Et quand ils sont 300 dans l'auditoire, le professeur qui voit dans le fond, il est plus petit que s'il le voyait sur leur iPhone. Donc il faut comparer les choses qui sont comparables. On ne voit pas des vidéos de 2 fois 50 minutes, on fait des vidéos de 6 à 10 minutes sur les MOOC. Il y a une dynamique. Et puis ceux qui peuvent être sur le campus, ceux qui ont la chance de venir sur notre campus, ils y viennent. Bien entendu, il y a de la vie, il y a de la bière, il y a le lac, ils font des bébés, enfin il y a la vie du campus. Mais tout le monde n'a pas la chance de pouvoir venir étudier sur notre campus, même s'il y a énormément de Français qui viennent, un petit peu trop d'ailleurs. Non, les MOOC, ce n'est pas du tout l'absence de vie, comme ils viennent de le dire dans les vidéos. Nos professeurs reçoivent des emails enflammés. Monsieur Ansermet, j'ai suivi votre MOOC, je suis au Japon, j'aimerais tellement pouvoir vous rencontrer. Voilà. Donc les gens qui sont pas sur le campus, mais qui sont online, certains voient ça comme simplement une brochure peut-être, mais certains construisent une relation virtuelle. Mais le monde virtuel n'est pas moins humain et social et affectif que le monde réel. Il faut arrêter cette séparation. Beaucoup de gens se rencontrent sur Internet, se séparent sur Internet, s'aiment sur Internet. En Suisse, il y a 633 bébés qui sont nés l'année passée qui s'appellent Skype, voilà, comme prénom. C'est pas vrai, hein, je viens d'inventer. Mais le monde Internet est très riche, c'est un monde humain, voilà. Et puis c'est jamais Internet only. Même les gens qui ne sont pas sur le campus, mais sur Coursera ou edX, ils disent « Vous faites le MOOC de Scala, vous habitez Paris, on se voit dimanche à 10h au Starbucks Café. » Voilà, donc il y a toujours une dimension physique, même dans l'apprentissage online. Gérard Friedlander.
faculté de médecine à Paris, au centre de Paris, dans le quartier latin, ça devient un peu triste. L'université à la maison, c'est MOOC, où finalement, en pyjama, on suit les cours, on prend plus de café avec ses copains, on n'est pas au bord du lac ou au bord de la Seine. C'est ça l'université de demain, c'est ça la révolution qu'on nous propose? Alors mon prédécesseur, à qui je rends hommage, a voulu faire entrer la fac dans l'ère du numérique. Alors il a dit, eh bien maintenant, tous les cours présentiels seront filmés, tous ces films seront mis sur le site de la faculté et tous les étudiants pourront consulter ces cours. Donc on a juste regardé quel était l'index de fréquentation. Misérable. Absolument misérable. Pourquoi? Pour la raison qu'Antoine indiquait il y a en préambule, c'est-à-dire que regarder pendant 1h30 un cours de quelqu'un qui est déjà difficile à supporter en présentiel, quand on est tout seul devant son écran, ça devient une torture. Donc on ne peut pas garder le même format dans le passage au numérique. Et c'est ce que vous venez de dire. Pour nous, la réalité, elle est quand même un peu loin du MOOC. Autrement dit, nous avons besoin d'un changement rapide, profond de la manière d'enseigner. Comme si on avait appris la manière d'enseigner, au passage. Personne n'a jamais appris à un enseignant la manière d'enseigner, mais c'est une autre histoire. Et donc, nous avons besoin de passer à des outils qui sont différents. Des outils, nous avons une plateforme qui s'appelle Moodle, dont les étudiants font un usage extensif, mais la vie en formation initiale, c'est-à-dire pour des étudiants en médecine dans une faculté, ce ne sont pas les MOOC. Clairement, ce ne sont pas les MOOC. Ça ne veut pas dire que les outils qui sont développés pour les MOOC ne peuvent pas être utilisés. Bien sûr, ils peuvent l'être, mais dans une faculté, on a besoin d'opérateurs j'allais dire, de contenants, d'opérateurs de contenu, de les faire se parler. Et ce ne sont en général ni pour les uns ni pour les autres des gens de la faculté. Autrement dit, on a besoin de développer du partenariat. Il est juste indispensable. Et puis, à partir de là, de changer la manière de chapitrer des cours, d'aborder des questions, de les rendre plus concises. Autrement dit, de faire en sorte que des étudiants ne vivent pas à la fac dans un monde totalement différent de celui dans lequel ils vivent dès qu'ils en sortent. On a besoin de rendre congruents ces deux mondes. Oui, Pierre. Oui, je pense qu'on oublie l'autre public. Les PFL à 10 000 étudiants. En 3 ans, on a dépassé 1 million d'inscriptions dans nos MOOC. Donc on ne doit pas parler que des 10 000 étudiants privilégiés qui sont sur le campus, mais des gamins à Donetsk qui sont sous les bombes et qui disent « mon université est fermée, moi je peux accéder au MOOC de l'EPFL ». Ensuite, si on parle quand même de nos étudiants, il y a certains professeurs qui ont gardé leur cours ex cathedra et le MOOC est un complément qu'ils apprécient beaucoup. Et puis le grand enjeu sur le campus, c'est ce qu'on appelle la classe inversée, de flipped classroom. Donc certains professeurs, c'est très difficile à faire, certains professeurs ont fait cet effort, ils disent aux étudiants, vous regardez les vidéos à la maison, les cours ex cathedra à la maison, des tranches de 10 minutes toujours, et on fait des choses plus interactives sur le campus. Donc on augmente le contact avec les étudiants, parce qu'il ne faut pas me faire rire, quand on est à 300 dans un étudiant, il n'y a que les premiers rangs, ceux qui font toujours comme ça. Ceux-là, ils ont un contact avec le prof. Les autres, ils font Skype anyway. Ça. Donc on augmente le contact parce que le prof fait des petits groupes de 50, ils discutent des problèmes plus compliqués, plus ouverts, etc. Donc pour ces gens-là, on a en fait augmenté la richesse de l'interaction avec les enseignants. Enfin, la réalité, c'est que dans un amphi de 300, aujourd'hui, dans une fac, quand ils sont Alors, oui, Julien, on a parlé finalement de cet enseignement qui est destiné à un plus grand public, y compris un public de professionnels. Mais dans le fond, ces enseignements de formation continue, les gens payent pour ça, ils en veulent pour leur argent. Est-ce qu'il y a une place pour cet enseignement low cost, voire même gratuit, qui est l'enseignement en ligne? Comment on peut imaginer que ceux qui payent pour un cours des prix parfois assez forts vont accepter ce low cost? Alors, d'abord, je vais essayer de ne pas dire un truc qui ne plaise pas à la régie, parce que j'ai l'impression qu'il faut faire très très attention cet après-midi. Ensuite, avant de parler de modèle économique, il faut peut-être se poser la question du public sur Internet. Donc moi, quand je suis arrivé dans votre secteur, il y a finalement assez peu de temps, en 2011, j'ai repris le quotidien du médecin, on avait 35 000 abonnés papier, et puis on s'est dit qu'on allait faire un journal qui finalement serait online, et on m'a dit, bah, tu sais, les médecins ils sont pas trop rock'n'roll, donc puis tu peux pas stabilo bosser
afficher l'écran, donc à mon avis, ça ne va pas marcher. Bon. Aujourd'hui, on a 108 000 médecins qui sont inscrits sur le site du quotidien du médecin, donc je pense que l'information, tout ça pour dire que l'information et le digital, et donc forcément les connaissances en général, pour le secteur de la santé, c'est une évidence. Les médecins, ils sont hyper connectés et demandeurs. Donc après, le modèle économique, il dépend un peu de la structure du cours. Ce qu'on a dans un MOOC, de manière simple, c'est à la fois les ressources, donc les ressources d'enseignement, mais aussi les ressources qui expliquent, les évaluations et puis l'interaction. Donc il faut mettre en fonction du contenu, il faut mettre ces trois éléments à disposition. Et nous, on pense plutôt pour le secteur de la santé à des choses qui ressemblent à des SPOC, enfin on dit Dr Spock, c'est-à-dire des small private, donc des communautés fermées avec un modèle économique qui doit se trouver, c'est sûr, qui est soit lié au DPC en France pour certains modules et à ce moment-là plus ouvert évidemment à l'ensemble des médecins, soit payé par des hôpitaux qui forment leurs médecins en spécifique, ou demain peut-être aussi d'autres modèles gérés par les entreprises. Ce qui est très fort, je dirais, dans ce modèle-là, c'est qu'on raisonne avec un peu moins d'hétérogénéité dans le cours. Et on raisonne aussi avec un peu moins d'hétérogénéité dans la façon d'évaluer les compétences. Donc on peut trouver derrière des sponsors et on peut trouver aussi un intérêt général d'apprentissage, de formation continue. Et Enguerrand Delannoy, donc vous présidez et vous avez fondé cette faculté ouverte de Paris. Ouverte, ça veut dire gratuit, gratuit pour les participants. Alors où est le modèle économique? Qui paye? Est-ce que c'est la publicité? Est-ce que c'est le gouvernement? Non, alors ouvert, ça ne veut pas dire gratuit. Ouvert, ça veut dire online. En fait, lorsqu'on a créé cette université en ligne, cette première université en ligne française qui dispense des diplômes nationaux à distance, finalement j'ai essayé un peu de répondre au problème que se posait Gérard Friedlander. Notre problème, c'était de se dire, il y a tout un public qui veut aller à l'université et il n'y a pas accès. Il n'y a pas accès parce qu'il travaille, parce qu'il est à l'étranger, parce qu'il a des responsabilités familiales, professionnelles. Bon. Et en revanche, cet étudiant qui a soif de connaissances, qui a besoin de connaissances, le salarié de la formation continue, le médecin, évidemment, qui doit se former tout au long de la vie, il est prêt, le cas échéant, à payer pour obtenir cette connaissance, pour obtenir ce diplôme qui va lui permettre d'évoluer sur un plan personnel, évidemment, mais aussi dans le cadre de sa carrière professionnelle. Donc notre modèle économique, il est très simple. C'est l'étudiant qui s'inscrit chez nous, il paye des droits d'inscription et en contrepartie, il a un service de formation à distance qui lui apporte un diplôme national. Et donc finalement, c'est l'université qui vient chez l'étudiant et qui lui apporte à la fois la communauté enseignante, la communauté éducative, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, lorsque l'on va à l'université, on n'y va pas que pour user ses fonds de culotte sur les bancs des amphis qui d'ailleurs se vident. On y va aussi pour trouver son mari, sa femme, pour boire des cafés, etc. Et donc il faut retranscrire dans une université en ligne, sur une plateforme d'enseignement à distance, toutes ces fonctions qui permettent de recréer cette sociabilité qui existe à l'université. Et donc, voilà, c'est ce modèle économique et cette contrepartie du financement que l'étudiant apporte à la faculté ouverte de Paris. D'accord, donc c'est le Open University, un peu comme l'Open University anglaise finalement. Hein. Oui, absolument. C'est ça. Et parce qu'à Lausanne ou à Descartes, dans le MOOC, le mot Open veut dire gratuit. Et alors comment est-ce que Lausanne tire le moindre profit ou le moindre intérêt économique, voire même la stabilité, même sans profit, d'un modèle de MOOC qui est complètement gratuit aux utilisateurs? Alors, il y a plusieurs réponses. On fait un peu des bénéfices. Certains MOOC qui peuvent choisir le Verified Certificate. Ils payent $50 au début du MOOC pour avoir un certificat qui a plus de valeur parce qu'on check leur identité à chaque test. Ensuite, on a vendu certains MOOC à d'autres universités pour être traduits en russe. Donc, on a un peu des revenus, on compte les développer. La formation continue est dans la loi une mission de nos universités. On le fait un tout petit peu. D'autres universités, comme à Genève, vous le faites mieux que nous. Nous, on le fait un tout petit peu. Il y a 8 millions de contribuables suisses qui payent leurs taxes. 23% des Suisses entrent à l'université. Donc, il y en a peu qui profitent directement des services de ces universités. Il est temps qu'on mette ces connaissances à disposition de l'ensemble des citoyens du pays. Et puis, pourquoi pas ouvrir ? On est devenu numéro 1 en Europe dans le domaine des MOOCs. Ça nous donne une visibilité extraordinaire. Donc, il n'y a aucune autre campagne de marketing qui aurait pu nous donner la même visibilité.
Alors, je voudrais poser une question à Michael Chekroun. Dans le fond, il y a 23% de Suisses à l'université. On a l'impression qu'en France, il y a cette fracture numérique qui existe, c'est-à-dire que tout le monde, probablement, n'a pas accès à ces enseignements en ligne. Est-ce que, finalement, dans la communauté de patients, puisque vous êtes plutôt orienté sur l'accès aux patients, à cette formation en ligne aux patients, est-ce qu'on ne va pas avoir que les patients bobos et geeks qui vont avoir accès à ces outils ? Oui, alors, les communautés de patients en ligne sont avant tout des plateformes qui permettent à des malades chroniques et à leurs aidants, d'ailleurs, de s'informer, de trouver de l'information auprès d'autres malades, et c'est là la grande nouveauté. Alors c'est vrai qu'on a tendance parfois à parler de e-patient. Alors moi je ne sais pas ce qu'est un e-patient, je n'ai pas la volonté ni le souhait d'opposer les patients et les e-patients. Aujourd'hui en France en tout cas on a 90% des citoyens qui ont accès à Internet, 2 malades sur 3 ont régulièrement accès à Internet pour des questions de santé, et Facebook a annoncé récemment qu'un Français sur 2 avait un compte sur la plateforme. Donc je ne serai pas dans cette opposition entre patient et e-patient, je pense qu'on est sur plutôt un malade, un citoyen qui recherche de l'information et qui va chercher une nouvelle forme d'information. On a beaucoup parlé d'ubérisation depuis ce matin, c'est un terme qu'on emploie un peu à toutes les sauces. Alors c'est vrai que c'est une désintermédiation, mais c'est avant tout un renversement du pouvoir dans l'accès et le partage d'informations. Bref, on redonne les clés à l'usager de santé, on redonne les clés aux citoyens. Et contrairement au MOOC, où on est encore dans cette logique très verticale, où c'est l'expert, le sachant, qui donne l'information à l'apprenant. Dans les communautés de patients, on voit émerger une certaine horizontalité des savoirs où les patients, entre eux, vont partager leurs connaissances, alors qui n'aura probablement pas et certainement pas la même valeur scientifique, experte, mais qui aura une valeur parce qu'on va parler du quotidien, du vivre avec la maladie, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. On va parler aussi des choses qui sont en rapport avec le traitement et l'impact du traitement et de la maladie sur la qualité de vie du patient. Pierre, tu es d'accord à cette verticalité dont parle Michael? C'est le prof qui dit aux sachants dans les MOOC, on peut faire cette critique? De moins en moins. De plus en plus. D'abord, le MOOC, à l'origine, ce n'est pas les MOOC Coursera qu'on connaît, qui sont en gros des cours ex cathedra qui ont été broadcastés. Les MOOC de George Siemens, à l'origine, sont beaucoup plus participatifs. Donc, imaginons que même on prend un cours d'une faculté de médecine très, très sérieux par une sommité, mais qui permet aux participants du cours de décrire un symptôme, de décrire un cas, etc. On récolte automatiquement 10 000, 20 000 exemples de maladies, d'influence du traitement, etc. Donc les MOOC, ça va dans les deux sens. C'est pas seulement pour diffuser de l'information, mais aussi pour rassembler l'information parmi l'ensemble des gens qui participent. Et quand les entreprises viennent me voir, mes grandes entreprises françaises et suisses sont venues voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait avec les MOOC, cet aspect participatif, parce qu'ils font des MOOC pour leurs employés, des MOOC pour le réseau de vente, mais aussi des MOOC pour le client. L'idée d'avoir les MOOC comme retour d'information, pas des questionnaires. Tout le monde est face à un questionnaire quand on le reçoit dans son email, mais des retours d'information, le caractère participatif est très intéressant. C'est sans doute ça l'avenir des MOOC. Julien ? Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pierre. Je pense que pourquoi est-ce que ça s'applique en particulier à la santé, le MOOC? Je crois vraiment, c'est parce que ça s'applique dans d'autres domaines aussi. Mais on l'a dit ce matin, l'apprenant devient acteur. Et le MOOC, c'est exactement ça. Or, dans la santé, et surtout pour les professionnels, les médecins, la formation continue, c'est naturel d'être apprenant, mais aussi acteur de sa formation. Et là, l'interaction permet ça. Alors, bien sûr, il faut accepter de partager de la donnée, il faut accepter le partage des champs. C'est pour ça que cette logique d'émancipation, elle va prendre un peu de temps. Mais il y a vraiment le ferment. Et puis, ce que disait Pierre aussi, qui est très juste, c'est que ce sont des modules qui sont beaucoup plus digestes. On les adapte, parce qu'on n'a pas tellement parlé du MOOC, on considère que tout le monde connaît, mais c'est des modules très courts, c'est 3-4 minutes, c'est chacun à son rythme. On peut aller chercher des compléments pédagogiques qui expliquent pourquoi on a mis ce module dans cet ordre-là, etc. On peut les refaire à son... Et puis, ce sont souvent des efforts de 1 à 4 heures par semaine maximum. Donc, c'est quelque chose qui est au final tout à fait adapté à la santé, je crois. Gérard ? Je voudrais rebondir sur 2 choses. La première, c'est que je suis très frappé que ta question sur les modèles économiques
s'adresse à des acteurs de l'économie extra-académique. Et on ne parle pas du modèle académique, du business model dans le milieu académique. Moi, je trouve que c'est un problème. Quand on part d'une université, j'allais dire, classique dans sa forme, pour aboutir à une université numérique dans ses outils et dans la manière d'introduire ce numérique et ses composantes pour les étudiants et pour les enseignants, ça a un coût. Et ce coût, il faut qu'il soit supporté par quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est qui? C'est l'université quand on est une fac de médecine en France, c'est l'État d'une manière plus générale, ce sont des partenaires, des acteurs industriels. Ce modèle académique, il n'est pas questionné quand on s'intéresse au secteur public. Je trouve que c'est dommage. Je rappelle qu'en France, comme dans quelques autres pays, on a des droits d'inscription qui sont modiques, 240,60 € comparé aux 9000 livres de l'inscription en fac de médecine publique en Angleterre ou aux 20 000 $ canadiens dans une université publique au Canada. Donc ça c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'en termes de formation, je crois que nous, dans les facs de médecine, nous avons complètement raté l'accès à la formation continue il y a quelques décennies. Complètement. L'entrée du numérique est l'opportunité unique de récupérer une partie de cette formation continue. Ce que j'appelle la formation continue, c'est des diplômes d'université, des diplômes interuniversitaires, du DPC, du développement professionnel continu, des formations courtes. Alors il y a des freins inimaginables, kafkaïens dans une université parce qu'il faut que le système informatique de l'université permette le paiement en ligne. Je ne vous raconte pas le temps qu'on peut y passer. C'est à faire rire si ce n'était pas si triste. Mais au final, c'est une opportunité pour récupérer, au bon sens du terme, parce qu'il y a quand même là des réservoirs de sachants qui sont, pour certains d'entre eux, très désireux de participer à cette aventure-là, une partie de cette formation continue. Et puis, il y a un point qui est tout à fait important et qui a été posé très rapidement dans les MOOC et que nous sommes amenés à nous poser, c'est comment est-ce qu'on évalue les étudiants. Et si cette évaluation, j'allais dire, la réflexion sur l'évaluation, elle doit venir d'une certaine manière avant la transformation du contenu des cours. Si on fait de l'évaluation tradie alors qu'on a changé la forme des cours, c'est tout raté. Alors, Enguerrand et puis après Pierre. Les discussions qu'on a autour de cette table sont intéressantes parce qu'on voit bien que la difficulté des MOOC, c'est de s'adapter à un environnement qui n'était pas le leur au départ. Ils ont été pensés, et ça a été rapidement abordé dans la petite vidéo, comme étant d'abord un outil marketing au service de quelques grandes universités américaines, voire comme un outil d'influence. Il ne faut pas le négliger non plus. Et c'est la raison pour laquelle on a tout intérêt à se lancer dans cette aventure parce que, par exemple, s'agissant du droit, mais c'est aussi le cas pour la médecine, il faut influencer et pouvoir influencer dans le monde sur ce que sont notre système juridique. Bon, et toutes les conséquences qu'on connaît ensuite. Donc ça, c'est une première remarque, c'est que les MOOC n'ont pas été pensés au départ comme étant un outil rentable et un outil de rentabilité, ni un outil à évaluer qui peut être diplômant. Et donc, évidemment, au fur et à mesure de leur utilisation, on s'est rendu compte qu'on pouvait les utiliser autrement, comme des outils à la fois de rentabilité, donc des produits comme d'autres, et comme des outils diplômants. Donc on progresse aussi dans l'utilisation. Ce qui veut bien dire que les MOOC demeurent un outil et l'étendue de leur utilisation est très large parce qu'on peut en trouver de nouveaux bénéfices demain. Je voulais juste faire une remarque à la suite de ce que disait Michael sur la verticalité et l'horizontalité du savoir. En fait, il y a effectivement à l'origine toujours une verticalité du savoir et ensuite il y a une horizontalité dans l'utilisation. Moi, j'ai ouï dire d'une université dans laquelle un chercheur qui a publié des travaux très approfondis en matière économique a réuni l'ensemble de ses étudiants et leur a posé la question de savoir comment est-ce qu'ils pouvaient les utiliser au mieux de manière à ce que eux, sur le marché du travail, puissent en bénéficier.
Et donc, comment est-ce qu'une recherche universitaire, on la transforme de manière à ce qu'elle soit, j'ai utilisé un terme épouvantable, mais bankable et rentable. Voilà. De la même manière, lorsque la loi sur l'autonomie des universités a été votée, l'un des enjeux consistait à donner la possibilité pour les universités de contracter avec des entreprises sur des sujets, des outils de recherche. Là, il y a de l'horizontalité du savoir, c'est-à-dire qu'il y a un échange entre ceux qui bénéficient directement du savoir et ceux qui souhaitent l'utiliser. Bien. Il y a deux sortes d'universités. Celles qui disent les MOOC, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas comment on va faire de l'argent, on ne sait pas comment on va faire les examens, donc on n'y va pas. Et il y a les universités qui disent les MOOC, on ne sait pas où on va, donc on fonce dans les MOOC parce qu'on doit apprendre. D'abord parce que c'est notre culture, les universités, on doit prendre les risques. Si une université ne prend pas de risques, elle ne mérite pas le nom d'université. On doit le faire. Deuxièmement, parce que ça ne sert à rien de créer des commissions nationales, comme vous l'avez si bien fait en France, de créer des commissions de réflexion, d'analyse, etc. Parce qu'on ne sait pas. Moi, je suis dans le domaine des technologies. Dans les commissions, il y a des groupes de travail. Voilà. Moi, je suis dans le domaine depuis 84. C'est comme ça qu'on dit, hein. Pas 74, voilà. 84. J'ai rien vu venir des MOOC. J'ai enseigné online depuis 94. J'ai rien vu venir. Tout d'un coup, dans nos MOOC, on a 180 000 inscrits. Sur le million, il y a 180 000 Américains, dont 25 000 ont pris un MOOC en français. Rien. Il se passe des choses. Ça ne sert à rien de créer des commissions de réflexion. Il faut foncer, il faut avoir de l'expérience. Et on apprend en faisant. Merci. Et juste pour terminer. Et parce qu'on a beaucoup parlé de l'ubérification ce matin, mais on doit aussi parler du syndrome Kodak, la Kodakification. Le syndrome Kodak. Le syndrome Kodak, c'est de dire, nous, on est meilleurs. Les MOOC, c'est pas tellement de la bonne qualité. Kodak disait, non, mais le film traditionnel, ça, c'est la qualité. Le truc digital, regardez, c'est n'importe quoi. Hein. Donc certaines universités disent, moi, mes collègues me disent, monsieur Dillembourg, le tableau noir, la craie. Il n'y a rien que ça. C'est des Kodak. Ils ne réfléchissent pas un peu plus loin. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup d'universités qui sont dans des œillères. Non, le monde est en train de changer. Je pense que c'est les universités qui foncent et qui apprennent en faisant vont survivre. Les autres, ils viendront en Suisse. Bon, avant qu'il y ait une suissification de l'ensemble de la salle, je passe la parole à Michael. Oui, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est super intéressant, parce qu'effectivement, peu importe finalement de savoir si c'est vertical, si c'est horizontal, on est dans l'ère de l'open connaissance. Donc c'est le savoir de tous, pour tous. Effectivement, il y a des savoirs experts, puis il y a aussi des savoirs profanes. Et c'est cette nouvelle tendance où les patients vont s'exprimer au travers des communautés comme la start-up que je représente, mais aussi Doctissimo, Facebook, les forums des associations de patients. Il y a plusieurs modes d'expression, mais finalement, ce partage de connaissances, pourquoi faire? À quoi ça sert? Certes, on vient sur une communauté de patients en ligne pour rompre l'isolement. On vient sur une communauté de patients en ligne pour trouver une information que l'on ne va pas forcément demander à son médecin, soit parce qu'on n'y pense pas, soit parce qu'on n'a pas le temps dans les 12 minutes en moyenne de consultation médicale. En fait, on arrête d'être dans un schéma ancien, finalement, où on se demande qui est légitime pour générer la connaissance, pour générer le savoir. Et on se rend compte qu'il y a, au travers des nouvelles technologies, une génération d'un nouveau type de données, des données issues de la vraie vie, et moi j'aime bien ce terme de vraie vie des patients, des usagers de santé. Et toute la question est de savoir ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire de ces nouvelles informations, de ces nouvelles data. Alors, Gérard, je voudrais revenir sur cette notion de open connaissance et de public très, très mélangé. Dans ce MOOC sur Ebola qu'on avait fait avec l'Université de Genève et Paris Descartes, je me souviens d'un participant qui dit vous avez utilisé un sigle, c'est quoi ADN? Comment on fait pour avoir des participants qui sont des profanes, qui n'ont pas du tout de culture médicale, et puis des Bac plus 12 qui sont des médecins, qui sont étudiants et que vous allez même certifier et peut-être même diplômer? Oui, et je crois c'est pas qu'on confond, c'est qu'on met ensemble un certain nombre de notions et de publics et de manières de diffuser la connaissance qui, au fond, n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Moi, je vais sur des blogs et des forums.
Et de temps en temps, je suis très content de savoir comment on enlève les taches sur une chaussure en utilisant du sucre, machin. Voilà. Ça, je le trouve sur un forum ou sur un blog. Et comme d'habitude, sur Internet en général, l'information, elle est abondante, elle est pléthorique, elle n'est pas hiérarchisée, elle n'est pas triée. Elle est juste, elle n'est pas juste. Les blogs santé, c'est terrifiant. C'est très intéressant parce que les patients sortent de leur isolement. Et c'est évidemment important. Mais là, encore une fois, ça n'est ni trié ni hiérarchisé. Donc, on a besoin à un moment de faire ce tri et d'envoyer un message non pas de connaissances estampillées, mais de quelque chose qui vient d'un sachant. Mais ça n'est pas une attaque du tout contre les MOOC, puisque c'est vraiment dans cet esprit-là que c'est fait. Donc, moi, je pense qu'il y a la place pour, j'allais dire, même si l'expression n'est pas belle, des produits d'appel. Et je trouve que le MOOC, d'une certaine manière, en termes de formation de professionnels, encore une fois, c'est de cela que je parle. C'est un produit d'appel. Mais derrière, il faut arriver à, oui, un concept de classe inversée, bien sûr, c'est-à-dire une autre façon d'aller chercher de la connaissance. Alors aujourd'hui, on l'appelle la classe inversée parce que c'est chic et que c'est numérique, mais je rappelle qu'il y a 30 ans, il y avait Sherbrooke et Maastricht qui faisaient déjà de l'apprentissage par problème avec le logiciel Beignol et Farjon, le papier et le crayon, et on allait, par petits groupes, chercher de la connaissance, avoir des séances où on rapportait cette connaissance, on mettait tout ça en tas au milieu de la table et on triait. Et au fond, la classe inversée, c'est pas si loin de ça. C'est plus joli et ça utilise des outils modernes. Donc, je pense qu'il y a la place pour ces larges communautés où des gens qui savent et des gens qui ne savent pas se côtoient. Il y a la place pour ces petites communautés fermées dont on parlait, où là, on est dans une démarche qui est complètement différente parce que c'est une démarche de professionnalisation. Et puis, ce qui sous-tend tout ça, ce sont des outils. Et ces outils, je souscris absolument. Si on ne les utilise pas très vite, on est mort. Oui, Julien. Oui, je voudrais rajouter que ce qui est frappant, c'est que finalement l'histoire du MOOC, alors ça touche plus l'université que la santé, on va dire. Donc nous, ici, on l'a peut-être moins vu, mais c'est l'histoire du digital. C'est-à-dire tout d'un coup, il y a un phénomène qui est la capacité à toucher à une échelle beaucoup plus grande, plus de monde et avoir une influence plus importante. Vous le disiez très justement. Et donc du coup, on lance des programmes de formation comme ça en utilisant le digital. Et puis après, en fait, ça devient une vraie pédagogie nouvelle, avec des modules différents, un apprentissage. Et donc, finalement, ça révolutionne ou évolutionne la formation de manière générale. Et au final, ça va toucher aussi la formation initiale. Parce que ce n'est pas que la continue, on a parlé de la continue. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment, mais ça touche un mode de fonctionnement qui est au cœur de nos sociétés, qui est l'enseignement. Et c'est ça, je trouve, qui est beau dans le digital. C'est qu'au début, on croit que ça a une certaine utilité ou pas, mais que ça part comme ça, puis ça passe tellement vite, c'est repris par des gens qui l'améliorent et ça bouscule tout. C'est comme Uber, quoi. Finalement, maintenant, chez G7, ils sont obligés de remettre la cravate. Donc, à lancer des enseignements, on va peut-être remettre la cravate à la fin dans les universités. La différence, c'est que tout d'un coup, on a transformé des étudiants passifs en étudiants qui vivent l'aventure et qui sont heureux de participer à l'évolution de leur outil. Et ça, nous, on l'a vu en un an à Paris Descartes, ça a été spectaculaire. Dès l'instant qu'on a commencé à faire des ateliers où les étudiants sont à parité en termes de nombre, avec un pouvoir d'intervention sur le contenu et la manière de le délivrer, on a changé la dynamique de manière absolument considérable. Pierre, je te passe la parole, mais je voudrais aussi que tu commentes sur un point qui a été dit dans le petit film. Parce que je sais que c'est un effort que l'École polytechnique de Lausanne a fait d'essayer de se diriger vers l'Afrique francophone. Dans le fond, il y a énormément de matériel éducatif en langue anglaise, il y en a quand même très très peu qui traînent sur Internet en langue française. Et donc avoir des MOOC francophones, l'idée c'est de pouvoir atteindre l'Afrique subsaharienne par exemple. Oui, c'est très bien, mais il n'y a pas de bande passante en Afrique subsaharienne. On ne peut pas avoir Coursera dans pratiquement tous les endroits d'Afrique. Alors qu'est-ce que tu en penses ? Alors, d'abord, je voulais faire un commentaire sur la formation initiale ou continue. 2 tiers de nos participants ont un bachelor ou un master. Plus de 2 tiers ont un job.
Donc on faisait de la formation continue sans le savoir, avec des cours de formation initiale, des cours bachelor-master. La distinction s'évapore un peu. Qu'est-ce qui est initial, qu'est-ce qui est continu? On perd le contrôle. Voilà, il faut accepter ça. On aime bien contrôler, parce qu'on est des gens sérieux, on aime bien contrôler, que tout soit tip-top, en ordre. Mais ça, voilà, sur les MOOC, on perd le contrôle. Les gens viennent, n'importe qui n'a fait pas d'études, qui a 15 ans. Voilà. Je suis belge, en outre. Mais, donc il faut accepter ça. Deuxièmement, l'Afrique francophone, c'est une de nos 3 priorités. 600 millions de francophones en 2020, dont la plupart en Afrique. Et on voit bien dans nos MOOC, on a à peu près 2/3 des MOOC, on en a 37 produits, 33 en production, 2/3 en français, 1/3 en anglais, mais toujours sous-titrés dans l'autre langue. Mais néanmoins, quand on regarde les statistiques africaines, ce sont les MOOC francophones qui ont un immense impact dans toute cette partie-là. Alors il n'y a pas la bande passante, alors on travaille. Voilà. Google a promis de mettre des ballons partout dans le ciel, ça y est pas. Hein. Pour le moment, on envoie un gars qui fixe des antennes satellites dans les campus. Après, on essaie que toutes les vidéos soient déjà téléchargées localement, donc ils ne doivent plus downloader que les forums, etc. On fait venir les profs, on travaille avec les universités, on fait venir les profs des universités chez nous, ils rencontrent le prof qui a fait le MOOC, même parfois ils enregistrent des morceaux de MOOC eux-mêmes. Il faut construire la confiance. On nous a dit, aïe, 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 c'est de la néocolonisation. Non, la Suisse n'a jamais eu de colonie, donc ça peut être de la colonisation, mais pas de la néocolonisation. Donc oui, il y a un problème de bande passante et on travaille. C'est difficile, mais on y travaille. Alors, OK, ces MOOC sont prometteurs. Cela dit, quand on regarde les statistiques des MOOC, il commence à y avoir des travaux qui regardent ce que font les gens. En fait, on s'aperçoit qu'il y a moins de 5%, enfin peut-être 5%, disons, de gens qui arrivent au bout et qui ont ce fameux certificat. Alors peut-être un peu, dans certains cours, on arrive à 10%, mais c'est assez rare. La question que je pose, on ne connaît pas dans l'université une telle désaffection au cours d'un cours. On n'a pas 95% d'attrition. Alors pourquoi est-ce que les MOOC sont finalement ils sont mal faits ou pas? Pourquoi il y a aussi peu de gens à l'arrivée? J'ai un rapport avec moi que je peux donner à ceux qui veulent d'ailleurs. Donc c'est vrai, 1 million d'inscrits, 55 000 certificats délivrés, donc tu ne mens pas. 5%. Tu es presque suisse maintenant. Voilà. Mais disons, ça se passe comme ceci. À peu près 1/3 des gens s'inscrivent et puis viennent voir la première vidéo. Tu vois le teaser du MOOC de dynamique des fluides, c'est un beau mec blond comme ça qui joue avec un sèche-cheveux. Tu vois la balle, on dirait un moniteur du Club Med. Voilà, tu dis super. Tu rentres dans la première vidéo et il y a des équations d'1 mètre de long. Voilà, là. Donc voilà, il y a 1/3 qui c'est trop difficile ou c'est trop simple ou c'est pas ce qu'ils voulaient. 1/3 disparaît tout de suite. C'est pas grave, ils nous ont donné leur email quand même. Hein. Ensuite, il y a 1/3 qui prend le MOOC comme un wiki. Voilà, ils me disent, mais Pierre, je n'ai pas abandonné. J'ai suivi ce cours il y a 10 ans, mais il n'y avait pas le chapitre 6, 7, 8, donc je suis venu pour prendre ça. edX a trouvé que 20% des participants des MOOC sont des enseignants. Donc ils viennent rechercher des idées, se reformer, trouver des exemples, etc., etc. Et puis il y a 1/3 qui veut faire le MOOC, veut le certificat, et beaucoup ne réussissent pas. Chaque semaine, c'est 4 heures ou 5 heures ou 6 heures selon le MOOC. C'est dur, ils ont une femme, des enfants, un chien à promener, c'est du boulot. Et voilà, ce sont des cours du même niveau de difficulté que les cours de l'EPFL. Hein, il y en a, c'est du steak, hein, il faut vraiment y aller. Donc il y en a, pour finir, qu'1/3 de ce tiers qui réussit. Ça, c'est juste. Enguerrand ? En matière de statistiques, en droit, par exemple, à l'université, en licence, il y a simplement 25% des étudiants qui étaient inscrits en première année qui terminent leur licence 3 et qui sont diplômés. Donc le taux d'échec est considérable. Université en ligne, nous, on a notre première année d'existence. On avait 60 inscrits au mois de septembre, 50 au mois de décembre, parce qu'effectivement, il y en a 10 qui ont considéré qu'ils n'avaient pas le temps, ceci, cela. 40 se sont présentés à l'examen, 25 ont été diplômés. Et on a comparé ça par rapport aux chiffres de la formation continue de l'université avec laquelle on travaille, et on est légèrement supérieur. Comme quoi, c'est un peu le titre de Cham 2015, en fait, le virtuel crée du réel et même crée une réalité qui est supérieure à la réalité universitaire. Ce que je veux dire, c'est que pour que l'étudiant reste
inscrit et dans la durée dans son cours en ligne, il faut qu'il y ait une médiation, il faut qu'il y ait l'intervention des enseignants, il faut qu'il y ait la création d'une communauté enseignante, création d'une communauté éducative. Et donc ce sont toutes ces interactions qui sont en fait créateurs de réalité humaine, d'échanges, qui font que l'étudiant retrouve précisément ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la sociabilité qu'on connaît à l'université et qui permet de parvenir au but, c'est-à-dire la diplomation ou l'acquisition de connaissances, bien réelles cette fois-ci. Mais si je peux juste dire, ceux qui payent $50 au début, ils sont 83% à aller jusqu'au bout. Hein. Voilà. Oui, quand on paye. Gérard, juste avant que tu répondes, je te donne la parole tout de suite, mais est-ce que tu es prêt, dans ta faculté, à rendre un MOOC diplômant? Est-ce qu'un MOOC, parce qu'on peut avoir un certificat, mais est-ce que tu accepterais ça comme un crédit d'enseignement? Je crois que c'est pas vraiment le fond de l'histoire. Oui, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Très bien encadré, très bien coaché. Je pense que ça, c'est comme le régime pour maigrir. Beaucoup de gens maigrissent, beaucoup de gens reprennent le poids initial après un certain nombre de semaines ou de mois. La différence, c'est le coaching. Donc, je pense que si on veut aller au bout d'un MOOC, le rendre diplômant, il y a une série de, non pas de barrières, mais de précautions à prendre. Je ne sais pas s'il faut l'ouvrir de manière large ou l'ouvrir à des communautés plus restreintes. Il y a un moment où, si le but est de fabriquer, et je mets des guillemets, des professionnels en santé, puisqu'on parle de santé, je pense qu'il y a un minimum de précautions à prendre. Ce sur quoi je voudrais rebondir, c'est sur la manière de faire l'évaluation, in fine ou pas in fine, au cours d'un MOOC ou au cours d'une session d'apprentissage, quelle qu'elle soit. Moi, je suis très frappé par la rigidité de notre manière d'évaluer les étudiants. C'est la messe. Il y a la session de juin et il y a la session de septembre. C'est ni pratique pour les étudiants, ni pratique pour les enseignants, ni pratique pour les gens qui travaillent dans les administrations des scolarités. Autrement dit, je pense que nous arriverons, et les outils numériques nous permettront de le faire, nécessairement à une flexibilité de la manière d'évaluer. Dans un MOOC, l'applicant, l'étudiant, peut tester ses connaissances et éventuellement se faire valider ou se faire certifier à son rythme. Et nous en sommes très, très, très loin dans la formation initiale. Et il n'y a pas d'obstacle formel à cela. Il n'y a pas d'obstacle dogmatique autre que pour l'instant, ça ne se fait pas et ça va être drôlement compliqué. Oui, je voulais juste compléter sur les professionnels installés, parce qu'on a parlé des étudiants, mais si je suis médecin et que je veux compléter ma formation, quand même, c'est formidable, parce que je peux l'utiliser comme un wiki, mais c'est beaucoup mieux qu'un wiki, parce que ça a été pensé, ça a été structuré, il y a une pédagogie, je peux le mettre à un endroit. Alors moi, j'ai des médecins qui me disent, avant, je faisais des dossiers sur Internet en cherchant sur Google, je me les mettais quelque part, puis je changeais d'ordinateur, je les perdais, tout ça, donc... Moi, je pense que c'est une grande chance aussi. Donc, il y a plein d'usages possibles, mais on voit bien qu'il y a eu une pédagogie qui s'est adaptée et qui va continuer à évoluer et qui va nous servir. Il reste très peu de temps. Est-ce que vous pourriez conclure chacun sur le thème? Est-ce qu'on assiste là à une révolution en termes pour notre université, pour notre modèle universitaire? Est-ce que dans le fond, les Coursera va être le nouvel Amazon de l'université et va voire même remplacer l'université? Coursera, non. Google, on ne sait pas. Google attend. Regarde les enfants qui jouent et puis ils sont là. On ne sait pas très bien ce qui va se passer. Moi, je pense que les MOOC, c'est un phénomène qui va évoluer. Le mot MOOC, on s'en fout, ça va changer. Mais nos campus sont totalement digitaux aujourd'hui. Tout est digital, tout le contrôle des portes, ce qu'ils mangent, les trains qu'ils prennent, enfin, toute notre monde est digital et il faut juste arrêter de freiner avec les 4 pieds en disant non, on va aller le plus lentement possible dans cette évolution. Il faut embrasser ça à bras-le-corps. On n'a pas parlé d'épidémiologie aujourd'hui, mais on a ce nouveau collègue qu'on vient d'engager, Marcel Salaté, qui fait l'épidémiologie digitale, qui prédit les effets de certains médicaments contre le sida grâce à Tweet. C'est extraordinaire. C'est un changement beaucoup plus global de nos universités. Et l'aspect MOOC, c'est qu'un petit aspect pour finir. Michael ? Oui, c'est vrai que le numérique, le digital, appelons-le comme on veut, fait évoluer les pratiques, fait évoluer les business models, fait évoluer les mentalités.
Moi, j'observe un renversement finalement de la tendance. C'est-à-dire qu'on passe de l'open connaissance à l'open recherche. Je m'explique. Les communautés de patients, les forums, à partir du moment où ils sont modérés, où il y a une qualité dans la modération et il y a une véritable charte éthique sur ces plateformes, on s'aperçoit que les données générées en vie réelle par les utilisateurs, elles sont anonymisées, elles sont agrégées et elles sont transmises à des acteurs de santé, publics et privés, beaucoup plus vite que lors de la mise en place d'un essai clinique ou d'une étude observationnelle. Et cette data en vie réelle apporte une quantité d'informations nouvelles et sans limite aux acteurs de la recherche, aux industries de la santé, clairement. C'est notre modèle économique et on l'assume. Et c'est quelque chose de tout à fait frappant et qui est né aux États-Unis il y a une dizaine d'années, qui arrive en pluie fine sur l'Europe et en France notamment, avec enfin des professionnels de santé qui arrêtent de penser à la place du malade, qui arrête de penser à la place de l'usager de santé. On se dit, bah tiens, finalement, un patient qui va nous parler de sa façon de prendre son médicament, de la façon dont la maladie va impacter sa vie professionnelle, sa vie sociale, sa vie intime, finalement, c'est une somme d'informations colossales, en plus, en complément des informations qui proviennent des chercheurs, des médecins, qui sont d'ailleurs nos principaux partenaires. Merci. Enguerrand. Il y a eu plusieurs stades dans la transmission de la connaissance. Il y a eu la transmission orale, puis la transmission écrite, et puis maintenant il y a la transmission virtuelle. Et la transmission écrite n'a pas vraiment supplanté la transmission orale, et la transmission virtuelle ne remplacera pas non plus les deux précédentes. Et donc je pense que c'est un outil supplémentaire, en revanche qu'il est urgent d'adopter, parce que si ce n'est pas nous qui l'adoptons, comme toujours, il nous sera imposé de l'extérieur. Et donc là, on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la problématique de l'influence, la problématique de notre capacité de recherche. Et donc c'est la raison pour laquelle ces MOOC, cet enseignement à distance, cette transmission de la connaissance par des voies virtuelles, il faut impérativement que l'université française s'en saisisse. Mais en aucun cas, c'est un outil supplémentaire et ça ne viendra pas supplanter les deux précédentes. Internet est un outil supplémentaire qu'il faut utiliser, qui est une voie d'avenir, ce n'est pas la seule. Gérard ? Dans une université, dans une faculté de médecine, il y a trois impératifs. Valider le contenu qu'on essaye de transmettre, faire adhérer les enseignants et les étudiants à un projet pédagogique, parce que ça ne peut pas se faire sans eux, et se faire aider par des opérateurs de contenant et de contenu à travers des partenariats. Je pense que c'est juste indispensable. Moyennant quoi, il faut foncer. Et je pense que ces révolutions-là, à l'échelle d'une université, elles peuvent se faire en un mandat. Merci voilà. Gérard. Julien. Et moi je dirais qu'au-delà du MOOC, même de manière plus forte, bon, sur le MOOC on n'a peut-être pas très bien répondu à la question du modèle économique, mais c'est parce que en fait, bon, ça évolue tous les jours, donc c'est normal et on espère bien trouver un modèle. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que plus vous avez d'utilisateurs, d'apprenants, plus on trouvera un modèle économique. Or il y a une vraie chance, je crois, pour nous, qui est de se dire que après, l'OCDE peut se gourer, ils sont déjà gourés, mais après, a priori, ils disent qu'en 2100, la première langue parlée dans le monde sera le français. Bon, elle sera parlée surtout en Afrique. Donc pour aller toucher cette population-là, il faut du digital. Donc si on met tout ça dans le shaker, je pense que c'est à la fois, alors je ne vais pas parler d'influence francophone, parce que ça c'est pas terminé là-dessus, ce serait dommage. Mais enfin, en tout cas, c'est une façon de retrouver des modèles économiques qui fonctionnent avec 1 milliard de personnes qui peuvent être des apprenants en français. Merci beaucoup. Une petite page de publicité, puisque la régie m'a dit qu'on avait le droit à 1 minute 30 de rab à cause de la panne d'électricité. Une petite page de publicité, parce que Fred Paco de l'Université de Lausanne est dans la salle, et le prochain MOOC avec l'Université de Genève qu'il va lancer est sur le dépistage dans le domaine de la santé. Je vous invite tous à vous y inscrire. Merci. Et puis maintenant, on passe au monde connecté dans l'agriculture.